Alors ça représente, la bibliothèque de Peter Falk, plus d'une centaine d'ouvrages, 110, 115 d'après les dernières estimations. C'est une bibliothèque relativement importante pour une époque aussi ancienne, mais c'est une bibliothèque relativement modeste par rapport à d'autres bibliothèques d'humanistes. Si je prends simplement deux exemples, on a par exemple Ludwig Sterner, un autre humaniste de Bienne, secrétaire de ville de Bienne, qui a à peu près 120 livres dans sa bibliothèque. Mais par contre, Joachim Vadian, dont on entendra plusieurs fois parler, humaniste de Saint-Gall, réformateur de Saint-Gall et aussi professeur à l'université de Vienne, sa bibliothèque à lui, qui est donc fondée, qui est la collection de base de la Vadiana à Saint-Gall, compte plusieurs centaines, voire un millier d'ouvrages. Donc ça, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur sur l'importance de la bibliothèque de Peter Falk par rapport à d'autres bibliothèques contemporaines. Dans cette exposition sur les 110 ouvrages, évidemment qu'on ne pouvait pas tout montrer, d'autant plus que certains, comme je vous le dirai tout à l'heure, de ces ouvrages sont conservés aujourd'hui à l'étranger ou sont relativement précieux et donc ne pouvaient pas faire l'objet de prêts pour cette exposition. Donc dans cette exposition sont exposés une cinquantaine d'ouvrages de la bibliothèque de Peter Falk. Alors, qui était Peter Falk, pour commencer par le début? Donc, Peter Falk naît à Fribourg vers 1468 dans une famille de notaires fribourgeois. Son père et son grand-père étaient notaires également à Fribourg. Et donc, tout naturellement, Peter Falk va commencer par être formé au métier de son père. C'est-à-dire que dans les années 1490, il va être envoyé en Alsace pour faire une formation, pour faire un apprentissage de notaire. À son retour à Fribourg, il va commencer sa carrière politique tout au bas de l'échelle, comme membre du Conseil des 200, et puis ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir, en 1516, avoyer de la ville de Fribourg, c'est-à-dire le magistrat le plus élevé de la hiérarchie administrative fribourgeoise. À côté de ça, Peter Falk ne va pas passer toute sa vie à Fribourg, il va voyager énormément. Vous le savez peut-être, à partir de 1481, Fribourg rentre dans la Confédération helvétique, et donc il va falloir quelqu'un qui puisse représenter Fribourg auprès de la Diète fédérale, la réunion des représentants des différents cantons et des villes. Et tout naturellement, c'est Peter Falk qui parle couramment l'allemand, le français et le latin, qui va être choisi pour représenter Fribourg auprès de la Diète à partir de 1510. La Diète va très vite se rendre compte des qualités de diplomate et du caractère très agréable, très avenant de Peter Falk, et va à son tour choisir Peter Falk comme représentant de la Diète auprès d'autres puissances européennes. C'est ainsi qu'en 1512, par exemple, Peter Falk part pour Rome, rendre visite au pape Jules II pour discuter de l'entrée de l'empereur dans la Sainte Ligue. Vous savez qu'à cette époque, la situation politique est extrêmement compliquée, je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais il faut simplement savoir que la France et la papauté, notamment, se disputent le nord de l'Italie, la Lombardie, le duché de Milan, c'est ce qu'on appelle les guerres d'Italie, et que les cantons suisses étaient d'abord du côté français, puis à partir de 1510 vont tendre plutôt à être du côté du pape. Mais ça va créer toutes sortes de tensions à l'intérieur des cantons entre le parti français et le parti pontifical. Il faut savoir qu'à Fribourg, le chef du parti pontifical, c'est précisément Peter Falk. Donc Peter Falk va aller à Rome pour représenter la Diète auprès de Jules II et va également partir avec des demandes de la part de Fribourg. Fribourg voulait obtenir une église collégiale. L'église de Saint-Nicolas était une église paroissiale à cette époque-là, c'est-à-dire à peu près le niveau le plus bas, disons, dans la hiérarchie des types d'églises. Et Peter Falk va partir avec une demande du gouvernement fribourgeois d'élever cette église au rang de collégiale, ce que Peter Falk va obtenir de Jules II. Malheureusement, la discussion sur l'entrée de l'empereur dans la Sainte Ligue
a déjà été réglé avant que les émissaires suisses n'arrivent. Le pape a choisi de faire rentrer l'empereur dans la Sainte Ligue. Les Suisses donc n'ont plus rien à négocier, ils sont mis devant le fait accompli, mais le pape profite de leur présence à Rome pour les utiliser, enfin pour leur proposer de se joindre à sa propre délégation, la délégation de Jules II, que Jules II va envoyer à Venise pour apaiser la République de Venise, qui était une farouche opposante à l'empereur. Et donc, Peter Falk va partir avec un collègue bernois pour Venise depuis Rome. Alors, c'est des péripéties très compliquées. Il pense perdre la vie au large de l'Italie parce que la mer est déchaînée. Il passe par Ravenne. On verra tout à l'heure en quoi c'est intéressant. Et ils arrivent peu avant Noël 1512 à Venise. Ils vont passer Noël dans le cœur de San Marco, aux côtés du Doge et des autres délégations étrangères qui sont présentes à Venise. Et Peter Falk va déjà montrer son intérêt pour l'exotisme ou pour les choses qui sortent du commun en remarquant que San Marco, le dôme de Venise, possède 3 cornes de licorne qui sont, dit-il, écrit-il à Fribourg, parmi les plus grandes et les plus belles de toute la chrétienté. Donc on voit déjà un Peter Falk très attentif à des détails, à des choses qui sortent du commun. En 1513, le duché de Milan passe dans les mains du parti pontifical et c'est le jeune Massimiliano Sforza qui va être choisi pour devenir le duc de Milan. Les Suisses ayant des intérêts importants dans le duché de Milan vont décider d'envoyer 2 représentants permanents, des oratores en latin, pour représenter les intérêts de la Suisse auprès du duc de Milan. Et Peter Falk va donc partir avec un Schwyzois s'établir à Milan en 1513 pour une année entière. Et c'est lui qui sera l'intermédiaire entre la Diète et le duc de Milan. Le duc de Milan a particulièrement apprécié ses services. Il a même un temps pensé l'engager à son propre service, ce que Peter Falk va refuser de faire, mais il va obtenir toutes sortes de titres qui généralement étaient réservés à des Italiens. Il va devenir capitaine de la Martesana et va également obtenir une maison à Pavie. Donc il est vraiment... Milan est comme une deuxième patrie pour lui. Donc ça c'est 1513-1514. Ensuite, il rentre à Fribourg et en 1515, il va décider de partir pour la Terre Sainte. Un premier voyage à Jérusalem. Il va partir avec une série d'autres pèlerins suisses. Et il va passer donc par Venise, comme c'était l'habitude, et puis ensuite s'embarquer sur une galère vénitienne pour Jaffa, et puis ensuite pour Jérusalem. Là, il va visiter le Saint-Sépulcre et il va ensuite poursuivre vraisemblablement son voyage jusqu'à Sainte-Catherine du mont Sinaï. Il va ensuite revenir à Fribourg en 1516. Et alors ce que vous savez sans doute, c'est qu'en 1515, il y a une célèbre bataille, tristement célèbre pour les Suisses, la bataille de Marignan, où les Suisses perdent toute une partie du nord de l'Italie, notamment le duché de Milan et la Lombardie, qui sont récupérés par François Ier, le roi de France, et les Français. Et donc on se dit, Peter Falk revient en chef du parti pontifical à un moment particulièrement critique, particulièrement défavorable pour lui, et donc on va le mettre de côté, et puis il va finir tranquillement sa vie à lire ses livres. Pas du tout. À peine est-il arrivé qu'il est nommé avoyer de la ville de Fribourg, donc vraiment le responsable le plus important de la ville de Fribourg, et il va également être choisi par les Suisses pour négocier la paix perpétuelle de 1516, dont vous avez probablement beaucoup entendu parler l'année dernière. Peter Falk donc, va apporter le traité de paix pour la paix perpétuelle de 1512 à Paris, auprès du roi François Ier. Et François Ier va couvrir les Suisses d'une série de cadeaux, leur tracer certaines dettes, mais également leur permettre d'envoyer un étudiant suisse à l'université de Paris par canton, qui sera financé par le roi de France. Et
plus particulièrement pour Peter Falk, François Ier va le nommer chevalier doré. Peter Falk va donc être anobli et va revenir à Fribourg en étant eques auratus, qui est un titre particulièrement honorifique à cette époque-là. Donc là, on est en 1517. Ensuite, disons, il continue à gérer les affaires fribourgeoises et puis les affaires de la Diète aussi. Et en 1519, il décide de repartir pour la Terre Sainte, un deuxième voyage à Jérusalem par les mêmes canaux. Avant d'embarquer à Venise, il fait son testament, il écrit à sa fille, on verra tout à l'heure pourquoi cette lettre est importante, et puis il embarque sur la galère vénitienne, va jusqu'au Saint-Sépulcre une deuxième fois, et sur le trajet du retour, le bateau est tout d'abord attaqué par des pirates au large de Chypre, je crois. Et l'armateur, sachant qu'il y a des Suisses à bord et les Suisses ayant une réputation de vaillants guerriers, demande aux Suisses, confie la sécurité du navire aux Suisses en leur disant voilà, il faut absolument que vous nous tiriez d'affaire. Et par chance pour le navire, les pirates, voyant qu'il y a des Suisses à bord, refusent d'attaquer le bateau et décident de se replier. La peste, qui elle n'a pas du tout peur, ne fait pas du tout de tri entre les nationalités, touche elle le bateau au large de l'île de Rhodes, et plusieurs pèlerins meurent de la peste, dont Peter Falk qui meurt le 6 octobre 1519 au large de Rhodes. C'est relativement compliqué. La suite est relativement compliquée parce que les Suisses ne voulaient pas jeter simplement le corps de Peter Falk par-dessus bord, comme d'autres nations, nous disent les pèlerins à bord, le faisaient. Donc ils demandent à l'armateur du bateau à ce que le corps de Peter Falk soit débarqué avec certains de ses amis, débarqué sur l'île de Rhodes. On demande au grand maître des Hospitaliers, qui est donc le seigneur de l'île de Rhodes à cette époque-là, la permission d'enterrer Peter Falk et les autres pèlerins suisses sur l'île, ce qu'il refuse d'abord, sachant que probablement ces pèlerins étaient morts de la peste, mais un traducteur à bord fait un faux serment et dit non, c'est pas du tout la peste, c'est pas ce que vous croyez, et du coup on les laisse enterrer Peter Falk dans l'église des Cordeliers, des franciscains de l'Observance, l'église de Sainte-Marie des Victoires à Rhodes. Alors il reste pratiquement plus rien aujourd'hui de cette église, puisque vous savez peut-être que l'histoire de Rhodes est assez compliquée, était sur le front notamment dans les guerres contre les Turcs, et l'île a plusieurs fois été rasée, l'église dans laquelle Peter Falk était enterré également. Dans cette vitrine-ci, je mentionnerai les objets qui sont dans la partie inférieure. Tout d'abord, ce tout petit carré de parchemin sur lequel est collée une toute petite rondelle qui fait 2 cm de diamètre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une relique, nous dit Peter Falk, puisqu'on a un petit texte de Peter Falk sur le parchemin qui nous dit de quoi il s'agit. C'est une relique qu'il a ramenée de son premier voyage en Terre Sainte, et il nous dit même de quoi est composée cette relique. C'est une relique que lui a donnée le père des franciscains du mont Sion à Jérusalem, et qui est formé, ce morceau cette petite rondelle, de la terre de 70 lieux saints de Jérusalem et des environs, donc qui ont été compactés ensemble, et puis sur lequel on a imprimé IHS, donc le monogramme IHS. Donc ce tout petit bout de parchemin et ce petit bout de terre a fait tout le voyage de Jérusalem jusqu'à Fribourg, probablement porté par Peter Falk lui-même. Peter Falk l'a ensuite donné à un de ses amis, Jacob von Hertenstein, représentant de Lucerne à la Diète, qui possédait un château dans l'actuel canton de Riche, sur les bords du lac de Riche, à Buonas. C'est pourquoi ce petit parchemin est aujourd'hui conservé aux archives paroissiales de Riche, dans le canton de Zug. Également lié au pèlerinage, le document de droite, ici en bas de la vitrine, c'est le sauf-conduit signé par le doge de Venise, Loredan, pour assurer la sauvegarde de Peter Falk dans les terres vénitiennes. Vous savez sans doute que Venise possédait pas seulement la terre autour de Venise, mais possédait plusieurs îles dans la mer Méditerranée, notamment Candie et d'autres encore. Et donc c'était important quand on faisait le voyage en Terre Sainte d'être assuré de ne pas être arrêté dans les territoires vénitiens.
Le livre tout à gauche est également intéressant pour la dimension politique de Falk. Peter Falk a recopié sur la contre-garde et sur la première page de garde de la poésie et des prophéties anti-françaises. Donc, il y a beaucoup de cette littérature qui circule à cette époque-là. On annonce la victoire des Suisses. On met en garde, là en l'occurrence, un des poèmes met en garde le vaillant et fier coq français contre la vaillance encore plus grande des Suisses. Et donc Peter Falk a recopié ces textes-là qu'il a trouvés dans des manuscrits à Milan, nous raconte-t-il. À San Marco de Milan, il a recopié ces textes qu'il a trouvés dans un manuscrit qu'on ne connaît pas encore. Pour ce qui est du personnage lui-même, je dis juste 2 mots sur quelques objets de cette vitrine-ci. Cette image-ci, vous l'avez sans doute vue à outrance déjà depuis l'année dernière. Donc c'est relativement rare qu'on possède un portrait d'une personne du début du XVIe siècle. Pour Peter Falk, on en possède un grâce à Niklas Manuel, le peintre bernois célèbre, qui a, comme vous le savez sans doute, peint une Totentanz, une danse macabre, dans laquelle chacun des états de la société danse avec un squelette. Donc cette Totentanz était peinte sur les murs du cimetière des dominicains de Berne. On ne possède plus ni la peinture originale. Enfin, on ne possède plus la peinture originale, mais on possède une copie réalisée juste avant la destruction de cette Totentanz au XVIIe siècle par un peintre alsacien, Alfred Kau. Et donc, c'est cette image que vous voyez ici, où on voit Peter Falk représenté vraisemblablement en pèlerin, avec le squelette de la mort qui s'est glissé dans le cimier, dans le casque du cimier de Peter Falk. Et Peter Falk est identifié donc par ses armes très reconnaissables qu'on va croiser tout au long de l'exposition, bandé de sable et d'argent, avec donc les 2 ailes aussi également au sommet du casque, et puis les insignes de pèlerinage sur lesquels je reviendrai. La photo de droite, c'est simplement ce que les archéologues d'aujourd'hui pensent être les restes de l'église dans laquelle Peter Falk a été enterré. La situation topographique de Rhodes est extrêmement compliquée, au point qu'on ne sait même plus où se trouvaient quelles églises. Et donc on pense que ce sont les restes de Sainte-Marie des Victoires, une des églises les plus prestigieuses de l'île de Rhodes à l'époque de Peter Falk. Donc j'ai voulu commencer cette exposition en montrant un tout petit peu comment Peter Falk avait organisé cette bibliothèque, comment il avait transformé des livres imprimés qui au départ sont relativement impersonnels pour en faire ses propres livres. Alors il faut savoir qu'il y a un excellent travail qui a été publié en 1925 par le père Adalbert Wagner, un capucin qui était à l'époque au couvent des Capucins ici à Fribourg. Et le père Wagner a pour la première fois redécouvert la bibliothèque de Peter Falk dans les collections de la bibliothèque des Capucins de Fribourg. Auparavant, tout ce qu'on savait de la bibliothèque de Peter Falk figure dans ce livre-ci, qui est une série de copies de lettres copiées par un descendant de Peter Falk. Et ici, il s'agit d'une lettre de Peter Falk envoyée à sa fille juste avant son premier départ pour la Terre Sainte. Je vous disais que juste avant de partir, il avait écrit à sa fille. C'est dans cette lettre qu'il parle pour la première fois de sa bibliothèque. Il conseille à sa fille d'être une fille sage, à l'égard de sa mère, d'être une épouse obéissante, et de lire des ouvrages de dévotion. Alors Peter Falk n'avait qu'une seule fille, donc il voulait s'assurer que son éducation et sa piété soient impeccables, et donc il recommande à sa fille toute une série de titres de livres il lui dit « tu trouveras ces livres dans ma bibliothèque », et il dit même, il suggère même que certains ouvrages se trouvent dans que le livre se trouve dans plusieurs endroits différents dans sa maison. Vraisemblablement, les livres latins se trouvaient dans un endroit chauffé qui peut-être était le studiolo de Peter Falk, où Peter Falk se retirait pour la lecture savante, disons après ses occupations quotidiennes. Donc jusqu'en 1925, on savait qu'il y avait une bibliothèque de Peter Falk, puisqu'elle était mentionnée dans cette lettre, on ne savait absolument pas que cette bibliothèque était conservée.
Alors comment est-ce qu'on a découvert que Peter Falk avait laissé autant de livres? Peter Falk est très soucieux de marquer sa possession sur ses livres. Il le fait notamment par différents ex-libris. Vous en voyez, vous en verrez tout à l'heure toute une série ici. C'est la quantité d'ex-libris différentes est assez impressionnante. Il utilise vraiment toutes sortes de formules qui avaient cours à son époque. Donc l'ex-libris de base, si vous voulez, qu'il s'est déjà formé à la fin du XVe siècle, quand il est simple notaire, c'est les armes de la famille Falk, bandées de sable et d'argent, semées du casque. Donc ça, c'est pour dire que c'est des livres qui appartiennent à quelqu'un de la famille Falk. Et puis il ajoute de part et d'autre du cimier Petrus Falk ou Peter Falk, et puis une date qui est relativement mystérieuse, qui est vraisemblablement simplement la date à laquelle il a réalisé l'ex-libris, mais qui n'est pas la date d'acquisition des livres. Quand il revient de pèlerinage, du premier pèlerinage en 1516, il ajoute à cet ex-libris deux éléments. Tout d'abord une phrase en latin tirée de Saint Jérôme qui dit « Être allé à Jérusalem et avoir bien vécu à Jérusalem est une chose digne de louange ». Il fait un peu d'autopublicité en disant « Voilà, j'ai beaucoup de mérite d'être allé à Jérusalem ». Et il ajoute également, de part et d'autre de cette phrase, ou alors de part et d'autre de son ex-libris, la croix du Saint-Sépulcre. C'est une croix avec 4 croisettes, sommée de 4 croisettes. Et également un autre insigne de pèlerinage, la roue brisée de Sainte Catherine du Sinaï, ce qui laisse penser qu'il est allé à Sainte Catherine, qu'il est descendu jusqu'à Sainte Catherine du Sinaï. À cela, il ajoute également, probablement au moment où il rentre d'Italie, après son séjour à Milan, un ex-libris très très court qui dit « Ce livre appartient à Peter Falk et à ses amis. Petri Falk et amicorum ». On verra tout à l'heure les conséquences que ça a et si effectivement les livres de Peter Falk appartenaient également à ses amis. Mais ce qui est intéressant de noter pour l'instant, c'est que c'est une formule qui est tout à fait en vogue auprès des humanistes italiens à cette époque-là et qui commence à se diffuser à l'extérieur de l'Italie, mais c'est vraiment... Peter Falk est parmi les premiers à importer cette forme d'ex-libris depuis l'Italie. Alors Peter Falk va même aller plus loin. À partir du moment où sa bibliothèque commence à être relativement importante, il va être fatigué de chaque fois devoir dessiner cet ex-libris à la main. Donc il va se faire réaliser un ex-libris gravé. Ça aussi, c'est quelque chose de relativement rare à son époque. On connaît quelques exemples à la toute fin du XVe siècle, des exemples du sud de l'Allemagne, mais disons pour des particuliers, c'est relativement rare. Il va demander donc à un artiste de lui graver un bois qui va reprendre les éléments principaux de son ex-libris manuscrit, et il va pouvoir simplement ancrer à chaque fois le bois et puis l'appliquer sur ses livres, comme ça sera beaucoup plus rapide. Peter Falk va également organiser le contenu de ses livres. Il faut savoir que quand vous achetez un livre au début du XVIe siècle, vous recevez les différents cahiers imprimés et c'est à la charge de l'acquéreur de faire relier ces livres. Alors le problème, c'est quand vous avez des petits traités, des traités qui font quelques cahiers, c'est pratiquement inutile de les faire relier séparément. Donc on va les mettre, Peter Falk va les faire relier ensemble, mais le problème, c'est qu'ensuite on ne sait plus où et quoi. Peter Falk va avoir un remède à ça. Vous le voyez dans cette vitrine. Alors de temps en temps, il inscrit sur pratiquement l'ensemble de la hauteur du dos du livre les différents titres des traités qui sont contenus dans le livre, ou alors il l'écrit même sur le plat de la reliure, comme vous le voyez dans cet exemple à gauche. Ce qui est assez surprenant dans cet exemple, et ce que je ne m'explique toujours pas, c'est que donc, vous voyez, il y a une première couche en fait, directement écrite sur le plat par Peter Falk, qui compte 10 titres, je crois, des 10 traités qui sont contenus dans cet ouvrage. Et quelqu'un est venu après coup à coller une étiquette par-dessus les titres, et l'étiquette, à recopier sur l'étiquette le contenu exact de ce qui était déjà sur le plat de la reliure, moins un titre. Donc on perd de l'information en passant du plat à l'étiquette. Alors est-ce que c'était une question de mode? Est-ce qu'on voulait marquer que c'était pour uniformiser une bibliothèque d'un successeur de Peter Falk? Tout est possible. Peter Falk a également organisé sa bibliothèque en y ajoutant des cotes. Alors c'est des cotes extrêmement élémentaires qu'on voit
presque avec peine à l'œil nu. Si vous vous approchez tout à l'heure de ce livre-là, vous verrez que dans le troisième quart, à partir du haut, il y a un petit chiffre, c'est simplement une cote, la cote de base, disons un chiffre de 1 à, je crois que les plus grands qu'on connaisse sont 80 et quelques. Et donc Peter Falk a simplement organisé, à coter ces différents livres. Alors, ça serait très intéressant de savoir quel était l'ordre de ces cotes. On en possède une quinzaine, mais les autres sont probablement cachés sous des cotes plus récentes, des étiquettes qui ont été collées par-dessus la cote de Peter Falk au moment où les livres sont passés ont quitté la collection de Peter Falk. Alors, dernière étape, dernier soin apporté par Peter Falk à sa bibliothèque, Peter Falk fait relier ses livres par l'atelier de reliure des Cordeliers de Fribourg, vraisemblablement vers 1517-1518, donc très près de la fin de sa vie, et va faire, à cette occasion, se faire réaliser 2 fers armoriés. Donc il va pouvoir ensuite estamper ses armes sur le cuir de truie qui recouvre la reliure. Et donc on va pouvoir voir, même depuis l'extérieur, que ces livres appartiennent à Peter Falk. Mais c'est vraiment intéressant de voir que Peter Falk organise sa bibliothèque et se soucie que ses descendants puissent savoir que c'était la bibliothèque de leur célèbre ancêtre. Il va ajouter également toutes sortes d'autres notes qui permettent aujourd'hui aux historiens de retracer l'ordre des acquisitions. Il est très très fier de pouvoir écrire de qui il a reçu les livres, quelle était sa fonction au moment où il a reçu les livres et la date d'acquisition, ce qui donne des informations extrêmement précieuses aujourd'hui pour reconstituer la bibliothèque de Peter Falk. Donc je vous ai dit que Peter Falk avait une fille unique, ça veut dire qu'il savait qu'à la mort, sa bibliothèque ainsi que ses biens allaient passer dans une autre famille, celle de l'époux de sa fille. L'époux de sa fille s'appelle Peterman de Praroman, et donc toute la bibliothèque de Peter Falk va passer dans les mains de la famille de Praroman à la mort de Peter Falk. L'histoire de la bibliothèque de Peter Falk après la mort de Peter Falk est assez compliquée, assez controversée. Il y a des petits débats entre historiens fribourgeois, notamment entre Adalbert Wagner, dont je vous parlais tout à l'heure, et Pierre de Zurich, qui se battent pour savoir lequel des 2 fils d'Ursula a hérité de la bibliothèque. Il y avait un certain Guillaume de Praroman et un certain Nicolas de Praroman. Donc Adalbert Wagner milite pour Guillaume de Praroman et Pierre de Zurich pour Nicolas de Praroman. Pour vous dire à quel point c'est difficile de se prononcer, je vous montre simplement ce livre qui est donc ouvert devant vous. C'est un Laienspiegel, donc un traité de droit en allemand pour des juristes qui n'ont pas fait d'études. Et donc sur ces 2 pages, on voit toute l'histoire de ce livre. Donc sur la page de gauche, donc le verso de la page de garde, ce sont des lettres types, donc des lettres modèles, copiées par Guillaume de Praroman, donc un des 2 fils de Ursula et de Peterman de Praroman. On reconnaît très facilement son écriture. Sur la page de droite, en dessus du titre, vous voyez peut-être, si vous êtes assez près, Sancti Nicolaus ora promé, et puis ensuite Nicolaus de Praroman. Donc Saint Nicolas prie pour moi, Nicolas de Praroman. Donc là, c'est l'autre fils d'Ursula. Et puis ensuite, on ne sait plus ce qui arrive, ce qu'advient de cette bibliothèque jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Là, tout d'un coup, on retrouve une bonne partie des livres de Peter Falk dans la bibliothèque d'un personnage célèbre à Fribourg qui s'appelle Heinrich Fuchs, un vicaire épiscopal qui s'est battu contre son évêque, notamment, un personnage assez bouillonnant, assez turbulent, et qui va vouloir, dont on sait qu'il possède ces livres dans les années 1680, et on le sait parce qu'il a laissé son ex-libris, Heinrichi Vulpius, et puis ensuite parfois la date à laquelle il a inscrit cet ex-libris. À sa mort, Heinrich Fuchs va tout d'abord vouloir donner ses livres aux Ursulines de Fribourg, et simplement son testament va être contesté par ses neveux et ses nièces, et finalement la collection, on ne sait pas exactement par quel biais, mais la collection finit par arriver dans la bibliothèque des Capucins en 1689-1690, et va rester dans cette bibliothèque des Capucins jusqu'au XXe siècle, jusqu'à 1982, au moment où les Capucins vont déposer d'abord la bibliothèque
des Capucins à la BCU, à la Bibliothèque cantonale et universitaire, et puis ensuite vont la léguer à la bibliothèque en 2004. Donc c'est vous dire à quel point le passage par la bibliothèque des Capucins a été important dans la conservation de cette collection. Et donc là également on voit l'arrivée du livre dans la bibliothèque des Capucins par les ex-libris. On a également l'ex-libris en dessous de l'ex-libris de Fuchs qui a été tracé, on a l'ex-libris du couvent des Capucins. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps entre l'entrée de la bibliothèque dans les collections du couvent des Capucins en 1689-90 et le travail d'Adalbert Wagner en 1925 ? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour retrouver une bibliothèque ? Alors, ce que j'ai voulu essayer de montrer par l'ouvrage que vous voyez ouvert en bas, c'est qu'au moment où la bibliothèque entre dans le couvent des Capucins, ce n'est pas qu'on va faire une section bibliothèque de Peter Falk séparée du reste de la bibliothèque, on va simplement disperser l'ensemble des livres de Peter Falk dans le plan de le plan de conservation, le plan de classement qui existe déjà dans la bibliothèque des Capucins. Et par exemple, si vous prenez simplement cette double page, rien n'indique sur cette double page qu'une vingtaine des livres dont les titres sont retranscrits ici sont des livres qui ont appartenu à Peter Falk. Donc il a fallu au père Adalbert Wagner patiemment ouvrir chacun des ouvrages, feuilleter chacun des ouvrages pour trouver l'ex-libris de Peter Falk ou pour trouver des annotations de la main de Peter Falk. C'est pour ça que ça prend énormément de temps à retrouver cette bibliothèque dans une bibliothèque qui contient plusieurs milliers d'ouvrages. Alors voilà pour l'histoire de la bibliothèque. Les deux sections qui suivent sont des sections, enfin, les 4 sections même qui suivent sont des sections plus thématiques où justement je m'arrêterai sur les centres d'intérêt de Peter Falk qu'on arrive à identifier à partir des livres qui nous ont été conservés. Je vous ai dit tout à l'heure que Peter Falk était plurilingue, donc parlait l'allemand, le français et le latin. Il y avait également une autre langue qu'il aurait beaucoup aimé lire et écrire et qui, à cette époque-là, à son époque, distingue le simple lettré de l'humaniste, du véritable humaniste, c'est le grec. Vous savez sans doute qu'Erasme de Rotterdam et d'autres traduisent du grec, écrivent eux-mêmes en grec, et Peter Falk aurait aimé réussir à faire ça aussi. Il y arrive relativement mal, mais lui-même est conscient de ses limites, et on va le voir un peu plus en détail. Le premier signe d'un intérêt limité pour le grec, c'est qu'il possède un livre en grec. Donc c'est le livre qui est ici sur la droite. Il possède les Idylles de Théocrite en langue originale, donc, mais il n'y a pas une seule marque de lecture, une seule annotation de sa main dans ce livre, ce qui laisse à penser qu'il l'a reçu et puis qu'il a remercié poliment et qu'il l'a rangé dans sa bibliothèque. Il essaie quand même de faire plus que ça. Alors là, il va falloir vous rapprocher un tout petit peu de cette vitrine-ci si vous voulez voir quelque chose, parce que les choses sont très petites. Il va, par exemple, compléter son ex-libris avec des mots en grec. Donc il y a l'ex-libris traditionnel, appartient à Peter Falk et à ses amis, Petri Falk et Amicorum. Et puis juste en dessous, il y a une deuxième ligne dans la partie de droite avec des lettres en grec qui ne sont pas du tout du grec. Si on le lit, ça donne Omnia Communia. Ce n'est pas vraiment du grec, mais qui est du latin translittéré en grec. C'est-à-dire que Peter Falk avait une connaissance de base, savait utiliser les lettres grecques, mais ne savait pas le grec, donc devait simplement se contenter d'écrire du latin en grec. Alors ça, c'est vraiment le degré le plus bas, disons, de l'apprentissage d'une langue. Alors ses amis savaient évidemment que Peter Falk s'intéressait au grec, et Peter Falk prend très peur au moment où la nouvelle circule dans les cercles humanistes qu'il s'intéresse au grec. Il va écrire à Zwingli, à son ami Zwingli, qu'il n'a pas du tout le temps de se consacrer aux lettres grecques, contrairement à ce qu'on dit, que de toute façon il n'y arriverait pas, qu'il est beaucoup trop occupé par ses fonctions administratives et ses fonctions diplomatiques.
Alors ses amis vont l'aider un tout petit peu en quelque sorte. C'est ce qu'on voit dans... Alors il faut vraiment s'approcher de près dans le livre qui est à gauche en haut. C'est vraisemblablement un livre qu'il a prêté à des amis qui écrivaient le grec. Et en remerciement pour le prêt de ce livre, un ami a écrit l'Ex Libris de Peter Falk en latin et en grec. Alors cette fois, ce n'est pas simplement du latin translittéré, c'est vraiment ce livre appartient à Peter Falk et à ses amis, mais écrit en grec. Donc l'idée, c'est vraisemblablement qu'il puisse se servir de ce modèle-là pour ensuite recopier l'ex libris en grec dans d'autres de ses livres. Donc vous voyez une connaissance relativement basique du grec. Un autre aspect qui l'intéressait beaucoup, c'est l'apprentissage de la rédaction de lettres. Pourquoi des lettres ? Ce n'est pas simplement pour pouvoir écrire des lettres élégantes, mais la lettre elle-même est en fait un petit discours destiné à convaincre le destinataire. Donc elle mobilise toutes sortes de connaissances de rhétorique. Pour écrire une bonne lettre, vous devez aussi savoir comment vous devez vous adresser au pape, à l'empereur, au duc de Bavière, enfin à tous les rangs de la société. Donc Peter Falk va le faire de deux manières. Tout d'abord, pendant son apprentissage en Alsace, il recopie tout un formulaire qui contient notamment les salutations appropriées à chaque état de la société. Donc ça commence par le pape et l'empereur, et puis vous avez toute la hiérarchie en descendant, disons. Ensuite, vous avez tous les universitaires, donc depuis le professeur jusqu'aux commilito, enfin aux camarades de classe. Et puis ensuite, vous avez comment on s'adresse à ses amis, et puis pour finir, comment on s'adresse à ses ennemis. Et là, il y a toute une série d'adjectifs très bien choisis pour s'adresser, si vous voulez écrire à vos ennemis, vous pouvez le traiter de perfide, lâche, traître, païen, enfin toutes sortes d'aspects très sympathiques, voilà, de mots très sympathiques appropriés pour vous adresser à vos ennemis. Peter Falk possède énormément de collections de lettres dont il s'inspirait. Ça, c'est le deuxième point important à retenir dans son intérêt pour les lettres. Il va lire des modèles antiques, évidemment, Pline le Jeune en particulier, les lettres de Pline le Jeune. Il possède 2 éditions différentes des lettres de Pline le Jeune. Une d'entre elles, il va même la donner à son beau-frère qui va commencer des études, donc il sait que c'est important pour réussir dans la vie. Et également toutes sortes de collections de lettres d'humanistes de son époque. Donc il faut savoir que plusieurs humanistes, notamment humanistes italiens, considéraient leurs lettres comme suffisamment élégantes pour être considérées comme des modèles et donc servir, une fois imprimées, de modèles pour d'autres. Je m'attarderai sur cette vitrine-ci qui montre l'intérêt de Peter Falk pour l'histoire. Peter Falk possède un grand nombre d'ouvrages, d'œuvres historiques, que ce soit de l'histoire antique, comme la plupart des humanistes de son époque, ou de l'histoire suisse. Peter Falk, un des domaines où Peter Falk se considère expert est justement l'histoire suisse. Alors, en bas, vous avez 2 ouvrages qui montrent son intérêt pour l'histoire antique. Les 2 se rapportent aux décades de Pline, donc de l'histoire romaine de Pline. De Tite-Live, qu'est-ce que je dis de Tite-Live. L'ouvrage de droite est l'ouvrage qui est vraisemblablement le plus ancien, enfin qui est à cette date, le plus ancien ouvrage connu de la bibliothèque de Peter Falk. Il s'agit d'une édition de toutes les décades de Tite-Live qu'on connaissait à la fin du XVe siècle par 2 imprimeurs allemands installés à Rome, Svenheim et Panartz, qui travaillaient avec le secrétaire du cardinal de Cuse à l'édition d'œuvres historiques antiques notamment. Donc vous voyez un ouvrage très précieux dans la mesure où il y a relativement peu de texte sur la page par rapport à la taille de la page. Ça reprend simplement des proportions idéales de répartition entre les masses de texte et de la marge et des marges dans l'ouvrage imprimé. Vous voyez également que l'ouvrage a été enluminé. Il faut savoir que donc au départ, il y a juste une petite lettrine au début du chapitre, une petite lettre imprimée, puis ensuite le possesseur peut choisir de confier son livre à un enlumineur qui va peindre les lettrines pour lui. L'ouvrage de droite m'intéressait à cause des notes marginales que Peter Falk inscrit dans une épître au lecteur. Il s'agit d'un professeur italien, milanais je crois, qui
annonce s'être fait voler son édition de son édition de Tite-Livre par un imprimeur peu scrupuleux qui a publié ses cours sur Tite-Livre sous son propre nom. Donc, Falk écrit d'ailleurs en marge plagiaire, donc vous voyez qu'on n'a rien inventé, mais ce qui intéresse Peter Falk dans ce texte, c'est que l'éditeur annonce qu'il va, pour se venger de cet imprimeur peu scrupuleux, publier une nouvelle édition de Tite-Livre corrigée pour montrer le nombre d'erreurs qu'a laissé son collègue peu scrupuleux dans sa propre édition. Et Peter Falk, lisant ça, souligne le passage et marque en marge « nouvelle édition de Tite-Livre par cet humaniste italien ». Donc on voit qu'il s'intéressait à l'actualité des publications de son temps et qu'il était très, très au fait justement des publications à venir. Dans la partie supérieure de cette vitrine, j'ai voulu illustrer l'intérêt de Peter Falk pour l'histoire suisse et pour l'histoire fribourgeoise. La plupart des traités, des chroniques suisses n'étaient pas éditées à cette époque-là. Donc Peter Falk devait se procurer des manuscrits. Alors il avait parfois la chance de pouvoir en acquérir certains, comme par exemple celui de gauche, qui est la seule copie qui existe aujourd'hui de l'anonyme de Fribourg, l'Anonymous Fribourgensis, la plus ancienne œuvre historiographique fribourgeoise des environs de 1400. Et Peter Falk possédait la seule copie de ce traité qui raconte, de ces quelques notes qui racontent les conflits entre les Bernois et les Fribourgeois à la bataille de Sempach. Donc c'est grâce à Peter Falk qu'on connaît aujourd'hui, en quelque sorte, on connaît aujourd'hui ce texte. Au milieu, c'est une impression d'une photographie d'un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Zurich, qui se trouve aujourd'hui à Londres, qui est une copie d'une chronique de Berne et d'une chronique de Zurich, les deux rédigées en allemand. Peter Falk les a recopiées lui-même à la main, mot par mot, à partir d'une copie qu'il avait reçue de son ami Hans Felder, qui était l'architecte de l'hôtel de ville, notamment à Fribourg, et qui a également construit la chapelle de Peter Falk à la collégiale de Fribourg. Donc vous voyez, il avait un réseau qui lui permettait d'avoir accès à des textes, même des textes relativement rares sur l'histoire suisse. L'ouvrage de droite m'intéressait particulièrement, je trouvais particulièrement touchant. C'est une histoire universelle, ça veut dire une histoire qui raconte l'histoire depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où le traité a été rédigé. Et donc pour chaque année, il y a les événements significatifs pour l'année en question. Là, à la page à laquelle le livre est ouvert, on se trouve en 1375. L'auteur de cette histoire universelle raconte la victoire des Bernois contre les Googlers, qui étaient des mercenaires français et anglais, qui avaient envahi le plateau suisse. Et l'auteur de cet ouvrage dit « Les Bernois ont contré les Googlers à Fraubrunnen ». Et Peter Falk n'est pas satisfait de cette version de l'histoire qui ne donne qu'une partie de l'histoire et rajoute en dessus dans la marge supérieure que les Fribourgeois aussi ont battu des Googlers à Annette. Donc il complète l'histoire pour redonner aux Fribourgeois l'honneur qui leur revient dans cette histoire. Je vous disais tout à l'heure que Peter Falk avait recommandé à sa fille de lire des ouvrages de dévotion. Il donne quelques titres, mais on sait que Peter Falk lui-même appliquait ce conseil. Il possède par exemple l'ensemble de l'œuvre de Jean Gerson, le théologien parisien du début du XVe siècle. Il possède l'œuvre complète de plusieurs pères de l'Église, aussi bien latin que grec, qu'il lit en traduction latine. Il possède également les ouvrages qui figurent ici. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il donnait certains titres dans sa lettre à sa fille en disant « lis tel ou tel traité ». Un des traités, c'est un traité qui s'appelle le traité des 24 anciens, die 24 Alten, traité écrit en allemand, un ouvrage de dévotion justement qui fonctionne en plusieurs chapitres où à chaque chapitre, un des anciens de l'Apocalypse
dit à l'âme, enfin donne un enseignement à l'âme qui est représentée sous la forme d'une petite figure féminine. Donc ce que vous voyez ici, cet ouvrage-ci, c'est justement ce traité que dont Peter Falk recommandait la lecture à sa fille. Alors c'est relativement rare qu'on arrive comme ça à faire un lien entre un ouvrage mentionné dans une lettre, enfin, pour des humanistes de la taille de Peter Falk, et un ouvrage conservé. Ici, c'est à la bibliothèque, à la centrale bibliothèque de Soleure que ce livre a été retrouvé, et c'est effectivement l'exemplaire qui a appartenu à Peter Falk. Autre ouvrage de dévotion, alors là, plus, disons, dévotion plus exigeante, les œuvres complètes de Heinrich Suso, les œuvres complètes en allemand, traduction allemande de Heinrich Suso, également très richement illustrées, et je vous laisserai regarder tout à l'heure plus en détail, vous verrez que Peter Falk a fait également rehausser les gravures de ces ouvrages de dévotion de peinture. Donc c'est assez beau même visuellement, et ça devait servir comme support très efficace à la méditation. Vous verrez notamment sur cette gravure tout un parcours qui part de l'orant, donc de personnages en prière, qui va par différentes stations disons, l'orant est relié par un fil à différentes stations qui sont autant d'étapes de la méditation et qui vont jusqu'au crucifix. Donc il faut se représenter justement Peter Falk comme étant très soucieux de la vie après la mort, puisqu'il savait qu'il écrit lui-même que tout ça, toute cette science qu'il a accumulée va disparaître, et ce qui est important après sa mort, c'est les vertus, la manière dont on a exercé les vertus, et ça, pour lui, c'est quelque chose qui reste. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Peter Falk est parti en pèlerinage 2 fois, en 1515-16 et puis ensuite en 1519. Dans ces 2 vitrines, on a différents éléments relatifs au pèlerinage. En 1519, donc au moment où il décide de repartir pour la Terre Sainte, toute une série de Suisses, enfin une dizaine de Suisses, sachant que Peter Falk a une bonne expérience en matière de pèlerinage, vont se décider à partir eux aussi avec Peter Falk. Donc ça va se décider lors d'une diète, et puis ensuite ces personnes vont se rassembler, et puis ils vont partir ensemble en voyage. Elles vont s'arrêter à Zurich. Comment est-ce qu'on le sait ? On le sait parce qu'on a un manuscrit d'un récit de pèlerinage du XVe siècle, par un certain Zevers, qui porte des notes de la main de Peter Falk. Et ces notes nous disent que le prévôt de la collégiale non pas que je dise de bêtises, de Zurich, est venu présenter à Peter Falk cet ouvrage manuscrit en lui disant, voilà, on a ce traité, on a ce récit de pèlerinage, est-ce que tu peux le lire et le corriger ? Et on voit effectivement Peter Falk qui met des notes marginales et qui dit, voilà, cette ville ne se trouve pas du tout là où dit l'auteur du récit, ou cette ville est à présent en possession des Turcs. Et à la fin de ce manuscrit, il va même jusqu'à retranscrire des épitaphes qui se trouvent au Saint-Sépulcre. L'épitaphe de Baudouin Ier de Jérusalem et de Godefroy de Bouillon, donc 2 fondateurs de l'ordre de Saint-Jean, du Saint-Sépulcre. Enfin, en tout cas, d'après la légende. Alors, comment est-ce que c'est possible ? On se trouve en 1519. Peter Falk est allé en pèlerinage en 1515-1516. Comment est-ce qu'il peut se souvenir encore des épitaphes qu'il a lues au Saint-Sépulcre plusieurs années auparavant ? Alors ça, disons, la seule manière de l'expliquer, c'est qu'il avait avec lui, au moment de partir en pèlerinage, son propre livre de pèlerinage dans lequel il avait recopié différentes choses. L'existence de ce livre de pèlerinage est attestée, on la connaît par un humaniste anglais, John Watson, qui a fait le premier pèlerinage avec Peter Falk, et qui raconte un peu ce que Peter Falk faisait sur le bateau pendant la longue traversée jusqu'à Jaffa. Et Watson dit, Peter Falk notait soigneusement toutes les coordonnées géographiques des villes et des lieux par lesquels le navire passait. Peter Falk avait également avec lui une guenon qu'il avait vraisemblablement achetée quelque part dans les îles et qui faisait beaucoup rire toute l'assistance parce qu'elle faisait des cris, elle faisait des gestes très amusants qui justement faisaient éclater de rire les pèlerins sur le bateau.
Et donc ce livre de pèlerin de Peter Falk contenait vraisemblablement ces épitaphes également qu'il avait lues en Terre Sainte et qu'il recopiait donc à partir de son livre de pèlerinage dans le manuscrit zurichois. Alors évidemment, malheureusement, cet ouvrage-là a été perdu et on ne sait pas ce qu'il contenait, mais ce serait particulièrement intéressant de pouvoir le retrouver. Alors, ce qu'on sait par contre, Peter Falk, ce qu'on a conservé de Peter Falk en Terre Sainte, c'est tout d'abord cette petite relique que je vous ai montrée en bas, et puis toute une série de livres que Peter Falk s'est acheté avant d'embarquer pour la Terre Sainte pendant son premier voyage. Il a très très peur de s'ennuyer à bord du navire. Vous savez que c'est une traversée qui prend plusieurs mois, et donc il s'achète à Venise, qui est un grand centre de production du livre, il s'achète toutes sortes de traités qu'il va pouvoir lire à bord puisqu'il aura plein de temps. Et ça, on le voit, ce petit recueil de traités-ci, on peut savoir par des notes manuscrites de Peter Falk qu'il a acheté à Venise. Il a acheté ces traités à Venise avant de partir pour la Terre Sainte. Donc vous voyez, Peter Falk lit tout le temps. Chaque fois qu'il a une occasion de lire, il profite pour le faire. Alors, je vous ai dit que Peter Falk était parti plusieurs fois en Italie, tout d'abord auprès du pape Jules II, et puis ensuite qu'il avait passé une année entière à Milan. Ça a laissé des traces dans sa bibliothèque. Je vous ai dit que de Rome à Venise, il s'était arrêté à Ravenne, et là, il va trouver l'épitaphe de Dante, du célèbre poète italien Dante Alighieri, enterré à Ravenne, et il va la recopier dans un de ses livres. Alors vous avez à droite l'épitaphe telle qu'elle est conservée aujourd'hui, et puis vous avez donc au bas de la page, en dessous, dans la marge inférieure, la copie de cette épitaphe par Peter Falk. Ça vous montre que Peter Falk n'était pas simplement un touriste pressé en Italie, mais qu'il s'intéressait vraiment à la culture italienne, et notamment à la poésie italienne. Il possède également les triomphes et le chansonnier de Pétrarque. Voilà. Exactement. Alors, ce dont il est particulièrement fier, c'est sa nomination de représentant permanent des Suisses auprès du duc de Milan. Il reçoit notamment cet ouvrage-ci des mains d'un sénateur proche des Sforza, Ambrogio del Maino, qui est un sénateur milanais, mais également un très grand humaniste. Et la note nous dit que cet ouvrage lui a été remis par Ambrogio del Maino le lendemain, la date est celle du lendemain de sa nomination comme représentant des Suisses auprès du duc de Milan. Alors c'est particulièrement intéressant parce que ce que contient cet ouvrage, c'est la Sforziade de Giovanni Simonetta, donc l'histoire officielle des Sforza. Vous savez vraisemblablement que la famille des Sforza était une famille de condottieri au départ, donc des guerriers qui se mettaient au service des différentes puissances, des différents pouvoir italien. Et donc, il a fallu justifier, légitimer la prétention des Sforza au duc de Milan. Et c'est ce que raconte précisément cette Sforziade de Giovanni Simonetta. Falk en possède d'ailleurs deux exemplaires. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'à partir du moment où on sait que Peter Falk va être le représentant officiel des Suisses à Milan, on avait tout intérêt à lui donner immédiatement l'histoire officielle pour qu'il soit tout à fait au parfum de ce qu'il devait savoir sur l'histoire des Sforza. Donc vous voyez, il y a un intérêt mutuel, disons. Peter Falk s'intéresse aux livres, mais en même temps, on sait, sachant que Peter Falk s'intéresse aux livres, on lui donne les livres qu'il faut pour qu'il ait la bonne version de l'histoire. Bon, je passe maintenant sur disons, tout le Quattrocento italien, tout l'humanisme du Quattrocento italien est représenté dans la bibliothèque de Peter Falk. L'humanisme français est relativement peu représenté, l'humanisme alsacien un tout petit peu, mais l'essentiel de l'intérêt de Peter Falk se porte vers l'humanisme italien. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est savoir si Peter Falk est un humaniste. Qu'est-ce qu'un humaniste au début du XVIe siècle? C'est une vaste question. Alors Peter Falk, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un humaniste de profession. Je vous ai parlé de Vadian et d'autres humanistes, Erasme de Rotterdam ou d'autres encore, qui publiaient des traités, qui passaient leur journée à lire pour apprendre ensuite, pour enseigner aux autres. Peter Falk n'est pas du tout dans ce cas. Peter Falk est quelqu'un qui s'intéresse à l'humanisme. Il le dit lui-même qu'il n'est pas doctus, mais qu'il
recherche le contact des docti. Il dit chaque fois qu'il a une occasion de parler ou de lire des docti, il le fait très volontiers. Peter Falk, et même plus que ça, c'est un mécène d'humanistes. C'est quelqu'un qui va favoriser la carrière de plusieurs humanistes suisses, dont notamment le plus célèbre d'entre eux, Heinrich Glarean, qui est une sorte de petit génie de son époque, qui brille dans tous les domaines, que ce soit la musique, les mathématiques, la littérature également, plusieurs autres domaines. Et Heinrich Glarean va avoir l'occasion de partir étudier à Pavie grâce à Peter Falk, au moment où Peter Falk se trouve auprès du duc de Milan. Et puis ensuite, grâce à Peter Falk, il va également pouvoir aller étudier à Paris. À Paris, il ne va pas se contenter d'étudier, il va même un temps rêver de devenir le poète royal à la suite de Faust Andrelin. Enfin, c'est une histoire assez compliquée, mais c'est pour vous montrer aussi les prétentions du personnage. Et il va également être chargé de l'éducation para-universitaire des jeunes universitaires suisses qui vont partir étudier à Paris. Je vous ai dit que Peter Falk avait obtenu de François Ier qu'un étudiant par canton parte étudier à l'Université de Paris. Eh ces étudiants vont vivre chez Heinrich Glarean dans une sorte de petite... dans une maison commune où ils vont s'entraîner, enfin ils vont être formés par Heinrich Glarean. Alors ce petit milieu d'humanistes sait ce qu'il doit à Peter Falk et va lui écrire à chaque fois, va avoir une correspondance régulière avec lui en l'appelant notre cher mécène, mais en l'appelant également de titres plus ronflants comme consul de la ville d'Avenches. Alors ça paraît étrange puisque Falk n'a jamais eu de fonction à Avenches, mais c'est simplement une manière très élégante, disons, de flatter son intérêt pour l'Antiquité. Plutôt que de l'appeler consul de Fribourg, enfin, ce qui est la traduction latine d'Avoyer de la ville de Fribourg, on va l'appeler consul d'Avenches, puisqu'Avenches était la capitale des Gaules, et donc c'est beaucoup plus prestigieux d'être consul d'Avenches que d'être simple consul de Fribourg. Deux humanistes vont même aller jusqu'à dédier à Peter Falk un de leurs traités. Le premier, c'est ce traité-ci, un traité d'introduction à la musique, de Heinrich Glarean, justement. Et Heinrich Glarean, dans l'introduction de ce texte, dit « Ce sont mes étudiants, les étudiants qui vivent chez moi, qui m'ont persuadé de dédier ce traité à notre mécène Peter Falk, qui se trouve à l'époque en Terre Sainte, mais dès qu'il reviendra de Terre Sainte, on lui remettra ce traité. » Le deuxième traité, c'est un traité dont on possède extrêmement peu de copies. Ce sont des distiches sur l'œuvre de Lactance et qui lui ont été dédiés par un étudiant allemand qui étudiait à Pavie. Et alors là, l'ouvrage lui a été dédié en 1519, au moment où il était également en Terre Sainte. Et Peter Falk étant mort en Terre Sainte, la dédicace à Peter Falk est effacé de la deuxième édition et l'éditeur le dédie à quelqu'un d'autre qui est encore vivant. Donc là, on a très très peu d'exemplaires qui sont encore dédiés à Peter Falk. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est important dans la constellation des humanistes. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas lui-même un humaniste de formation, mais c'est quelqu'un qui est reconnu par les humanistes comme ayant un rôle particulièrement important. Ce rôle, il en est tout à fait conscient et il l'exprime dans les marges de ses livres. Alors, quand j'ai commencé à préparer cette exposition, j'étais très anxieux à l'idée de présenter quelque chose parce que quand vous feuilletez les livres de Peter Falk, le plus souvent, vous arrivez à la dernière page, vous fermez le livre et puis vous écrivez dans votre base de données aucune note. Et donc ça, pour une exposition, ça ne vend pas tellement de rêves, disons. Et donc j'ai vraiment dû suivre à la trace Peter Falk dans les recoins de ses annotations. Alors on se dit peut-être qu'il a peu écrit dans ses livres parce qu'il ne les a simplement pas lus. Il n'avait pas le temps, il était très occupé, donc il achetait les livres et puis il les stockait en attendant d'avoir du temps à sa retraite pour pouvoir les lire. Alors pas du tout, en fait, c'est quand j'ai eu fini de parcourir l'ensemble de ces livres, en tout cas ceux qui sont conservés dans des endroits accessibles, je me suis rendu compte que Peter Falk n'écrit dans ses livres que lorsqu'il estime avoir l'autorité suffisante pour commenter ce qui est écrit. Et ça, il le fait dans deux domaines, la géographie suisse
et l'histoire suisse. Ça, c'est deux domaines où il estime qu'il a des connaissances suffisantes pour pouvoir contredire éventuellement ce qui est écrit. Alors, je vous en donne juste un exemple, c'est l'ouvrage qui est ici en haut à droite. Bon, vous pouvez regarder tout à l'heure, il y a une note en marge d'un texte. Alors, de quoi il s'agit? C'est une lettre d'Enea Silvio Piccolomini, donc le célèbre pape Pie II, je crois, célèbre humaniste aussi, italien, qui a été pendant un certain temps secrétaire de l'empereur, et qui rapporte la bataille de Saint-Jacques sur la Birse, en 1444, donc les Français contre les Suisses, une bataille très indécise où finalement les Français l'emportent, mais de peu. Et donc là, il s'agit de l'édition des lettres d'Enea Silvio Piccolomini, et donc il y a cette lettre qui rapporte, dans laquelle Piccolomini rapporte la bataille de Saint-Jacques sur la Birse à l'empereur. L'éditeur de la lettre a écrit un petit résumé de la lettre et écrit défaite à plate couture des Suisses face aux Français. Alors évidemment, Peter Falk n'aime pas du tout cette analyse de la lettre et va écrire en marge, textuellement, « Menteur, tu mens, les Suisses n'ont pas été vaincus, mais se sentent épuisés à vaincre. Les Français n'ont gagné que parce qu'ils étaient plus nombreux et pas du tout parce qu'ils étaient plus vaillants. » Alors, ce que j'ai appris par la suite, c'est que cette analyse-là de la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse est une analyse qui circule. Enfin, c'est quelque chose qu'on racontait dans les chansons sur la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse jusqu'à relativement tard, jusqu'au XXe siècle en tout cas. Et donc, c'est quelque chose qui déjà à l'époque de Peter Falk circulait. Ce qui est intéressant également, c'est que Peter Falk ne se contente pas d'écrire des notes de sa main, il les signe également. Il dit « Moi, Peter Falk, je pense que… » Donc ça montre quand même une certaine conscience de son autorité et aussi un besoin de montrer à ses descendants que c'est lui, Peter Falk, c'est son autorité qui parle à travers ses notes. Parce que sinon, si vous avez déjà feuilleté des livres anciens, vous avez toutes sortes de notes anonymes, donc on ne sait pas qui les a écrits. Là, on peut savoir très clairement que c'est Peter Falk, puisqu'il a pris le soin de nous le dire lui-même. Alors, dans cette vitrine, dans la vitrine qui est à ma gauche, c'est aussi un aspect de l'intérêt de Peter Falk pour l'humanisme que j'ai voulu essayer d'illustrer. Peter Falk est un admirateur inconditionnel d'Erasme de Rotterdam, donc du prince des humanistes. La lettre de Watson, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous raconte ce que Peter Falk faisait sur le bateau, nous dit que Peter Falk avait emporté avec lui une lettre qu'il avait reçu d'Erasme de Rotterdam, et il l'a montré à tout le monde pour montrer que lui aussi était un correspondant d'Erasme. Ça, c'était quand même un titre de gloire de pouvoir correspondre avec le grand Erasme de Rotterdam. Les humanistes suisses qui sont dans l'entourage de Peter Falk savent que Peter Falk est un grand admirateur d'Erasme, et donc chaque fois qu'un traité d'Erasme est publié, un des étudiants suisses dont Peter Falk est le mécène, se charge de lui envoyer le traité avec une petite dédicace en disant « Mon cher mécène, voilà, il y a ce traité qui vient de sortir, on te l'envoie en gage de notre reconnaissance ». Peter Falk possédait par exemple l'ensemble de l'édition de l'œuvre de Saint Jérôme par Erasme de Rotterdam, mais possédait également le Novum Instrumentum, la nouvelle traduction du Nouveau Testament à partir du grec. Il possédait également, et ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, donc cette lettre de Watson à Erasme, dans laquelle Watson décrit ce que Peter Falk fait sur le bateau, a été éditée à un moment donné dans la correspondance d'Erasme. Et ça, évidemment, ça n'a pas du tout échappé au cercle d'humanistes de l'entourage de Falk. Et vraisemblablement, Glaréan a acheté une copie de cette édition dans laquelle figurait la lettre dans laquelle il était question de Peter Falk et a marqué un ondulé dans la marge et a marqué « Portrait de Peter Falk le Suisse ». Comme ça, évidemment, quand Peter Falk a reçu le cadeau et a ouvert à la page de la lettre en question, il a pu voir qu'il était question de lui dans une lettre d'un humaniste à Erasme de Rotterdam. Il faut se rendre compte que c'est un peu le bottin de l'humanisme européen. Quand vous figurez dans une lettre d'Erasme, et qui plus est dans une lettre éditée d'Erasme, là, vous avez une place assurée, disons, dans la constellation des humanistes. Donc ça a dû faire particulièrement plaisir à Peter Falk de figurer dans la correspondance éditée d'Erasme de Rotterdam.
Et puis pour finir, je vous ai mis deux livres et puis une photo tirée d'un ouvrage qui se trouve en bas, donc que je ne pouvais pas remettre ici. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin en bas, qu'un des ex-libris de Peter Falk, c'était ce livre appartient à Peter Falk et à ses amis. Alors on peut se dire que c'est une formule creuse, que ça veut dire simplement que si on va chez Peter Falk, on peut éventuellement consulter les livres chez lui, sous sa garde. Peter Falk n'aimait pas beaucoup que ses livres sortent de chez lui, donc on se dit que c'est quelqu'un qui thésaurise plutôt qu'il ne communique ses livres. Pas du tout. On possède deux exemples, mais on pourrait vraisemblablement en trouver d'autres, d'ouvrages qui se sont trouvés dans les bibliothèques d'amis de Peter Falk. Celui de droite s'est trouvé dans la bibliothèque des... ça y est, le nom m'échappe, des Englisberg, voilà. Dietrich III d'Englisberg possédait cet ouvrage. On sait que Dietrich Ier d'Englisberg était un ami de Falk, donc vraisemblablement c'est passé de la main de Falk dans celle de son ami Dietrich d'Englisberg, et puis ensuite dans le reste de la famille. Et puis l'ouvrage qui se trouve à gauche, là on n'a aucun doute non seulement sur le fait qu'il ait appartenu à Peter Falk, mais sur le fait qu'il ait ensuite appartenu à un ami de Peter Falk. Vous verrez si vous tournez autour du livre, le possesseur suivant a écrit son nom un peu partout sur la tranche du livre. Vous arrivez peut-être même à le lire depuis où vous êtes. Ludwig Sterner, c'est donc ce secrétaire de ville de Bienne qui possédait toute une série, enfin une collection à peu près comparable à celle de Peter Falk. Et Peter Falk lui a donné ce traité qui est un traité de liturgie, un traité, le Rational des divins offices de Guillaume Durand, merci, de Mende. Et donc Peter Falk a remis ce traité à son ami. Donc vous voyez, Peter Falk était relativement généreux de ses livres et n'hésitait pas à les donner à qui en avait besoin. Voilà, j'ai terminé avec la visite. J'espère que ça n'a pas été trop long. Enfin, comme je le dis souvent, il faut réussir à m'arrêter à temps. Mais je crois qu'un verre de l'amitié nous attend en bas. Donc, il y a d'autres raisons de se réjouir plus terrestres. Merci. Bravo.